Ketchup Heinz. C'est goût de l'Amérique. Tomato ketchup, le vrai Heinz. Bien, bonjour les secondes. Si aujourd'hui vous avez eu en introduction une publicité sur le ketchup, c'est pour illustrer ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui, c'est-à-dire l'unification par le commerce et notamment le développement des échanges la découverte de produits, notamment par les Européens qui existait alors qu'en Amérique, et notamment un produit de très haute consommation aujourd'hui, la tomate, d'où le tomato ketchup. Vous voyez, je vais aller chercher un petit peu loin, mais bon, l'inspiration n'est pas forcément toujours au rendez-vous, surtout le lundi matin. Bien, en tout cas, j'espère vous trouver en forme en ce mardi matin, pardon. Et donc, nous allons poursuivre notre cours, nous nous étions arrêtés lors de la séance précédente sur le moment où les Européens allaient développer la traite négrière pour remplacer les Amérindiens qui avaient été décimés par différents facteurs, à savoir les guerres, euh, le choc microbien avec l'importation des maladies européennes sur le continent américain, et les Amérindiens, on avait vu, n'étaient pas vraiment immunisés contre ces maladies, le travail forcé et la baisse de la natalité. Donc, de nombreux esclaves noirs ont été importés d'Afrique. Je vous ai dit, à peu près 11 millions vont être importés d'Afrique entre le XVIe siècle et la fin du XIXe siècle, et notamment par les Portugais qui au début avaient l'exclusivité de ce commerce et qui ont pu bénéficier de la complicité de rois et de souverains africains qui leur fournissaient en échange de marchandises provenant d'Europe des esclaves, comme nous avons pu voir dans un des exemples précédents. Et donc ici, nous allons reprendre directement avec le développement de ce qu'on a appelé l'économie sucrière et de l'esclavage dans les îles portugaises et au Brésil. Donc ici, pour travailler autour justement de l'économie sucrière, eh bien, je vous ai mis un tableau qui vous représente le cœur d'une plantation sucrière, donc au Brésil au XVIIe siècle. Et je vous pose à propos de ce tableau, du moins je vous aurais posé si vous étiez en classe, trois questions. D'abord, présenter le document, question très classique. Ensuite, décrire le tableau, puis, question plus difficile, analyser le fonctionnement de l'exploitation. Donc, si je reviens sur le document, la première question, présentation du document. Donc, vous savez qu'il faut vous servir du paratexte et des informations qui sont en dessous du titre du document. Par exemple, quel est ce document? Eh bien, on vous dit que c'est une peinture, donc c'est un tableau, qui a été faite par Franz Post entre 1612 et 1680, qu'aujourd'hui elle est exposée au musée du Louvre à Paris, et qu'elle représente une vue d'Engenho Real au Brésil. Donc Engenho Real, c'est un lieu, et qui représente précisément un moulin pour le travail de la canne à sucre, donc qui est le cœur finalement d'une plantation de sucre au Brésil. Donc voilà pour ce qui en est de la présentation du document. Bon, on pourrait rajouter le contexte, de dire que on en est au début de la colonisation du Brésil par les Portugais, du moins ça fait à peu près un siècle que le Brésil est colonisé par les Portugais, si on se base sur la date de 1612, que les populations amérindiennes ont été décimées, ça vous le savez, et qu'elles ont dû être remplacées par des populations jugées plus solides, des populations venant d'Afrique, donc des populations d'Afrique noire, conséquence de la traite négrière. Donc description ensuite dans un petit 2 de ce tableau. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit qu'au sein de cette plantation, il y a un très grand nombre d'esclaves noirs qui sont pauvrement habillés, la plupart sont torse nu, donc de très nombreux esclaves noirs, sous la surveillance de quelques contremaîtres noirs qui sont un peu plus habillés, ce qui montre leur supériorité par rapport à ceux qui doivent se contenter juste de couper les cannes, de les transporter pour ensuite les faire broyer au moulin. Qu'est-ce qu'on voit également? Ben, on voit qu'au cœur de cette plantation, donc, il y a un bâtiment d'exploitation qui s'appelle le moulin. C'est l'endroit où vont être donc transportées les cannes. Donc les cannes, ça ressemble à des gros bambous qui sont très riches en sucre, dont il faut extraire de ces cannes le jus. Donc il faut les presser à l'aide donc de moulins qui vont se servir notamment de l'eau, on va se servir de la force de l'eau pour faire tourner
la roue du moulin et donc pour écraser les cannes et en extraire le jus. Ce jus qui va être ensuite raffiné pour en extraire le sucre. Donc beaucoup de main-d'œuvre, hommes comme femmes, hein, ici, on voit que on a une demeure assez cossue, hein, la demeure du maître, qui domine en quelque sorte le moulin, hein, puisqu'elle est légèrement en hauteur, donc avec une nuée également de domestiques, hein, pour être au service du maître et de sa famille. Et puis encore au-dessus, hein, il y a une forme de hiérarchie, hein, on a donc la hiérarchie terrestre, hein, avec les esclaves qui sont dominés par le maître. Et puis le maître, eh bien lui-même, il est dominé par Dieu, puisqu'ici on trouve sa chapelle, donc son église privée, qui se rapproche un peu plus près du Seigneur, puisque le Seigneur est censé siéger aux cieux, donc dans le ciel. Donc c'est pour ça qu'on trouve souvent les lieux de culte sur des hauteurs. Donc voilà pour ce qui en est de la description de la plantation. Alors ce qui nous manque, c'est la plantation elle-même, c'est-à-dire les endroits d'où sont extraites les cannes à sucre, hein, donc, il faut imaginer d'immenses champs de canne à sucre, hein, qui nécessitent énormément de main-d'œuvre, hein. C'est une culture qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et ce système, donc de la plantation, va permettre le développement d'une économie dite sucrière qui produit et exporte des produits coloniaux. Donc le sucre ici, c'est ce qu'on appelle une culture de plantation. Alors qu'est-ce que c'est une culture de plantation? Eh bien c'est une culture souvent unique. Donc ici dans cette plantation, on ne cultive que du sucre. Dans une autre plantation, ça pourrait être que du café, ou bien dans une autre, que du coton. On appelle ça des cultures de plantation. Et ce sont des cultures à forte valeur économique. Car du sucre, à l'époque, on ne sait pas en faire à partir de la betterave à sucre comme on fait aujourd'hui, le sucre blanc. Donc, c'est une denrée qu'on importe de très loin, et donc c'est en quelque sorte un produit de luxe, et qui se développe beaucoup, notamment à la cour des rois, hein. Par exemple, à la cour du roi de France à Versailles, eh bien, on aime déguster du sucre. Eh bien, ce sucre, faut l'importer, et tous les nobles vont l'importer d'Amérique, des îles sucrières, du Brésil. Donc, c'est une denrée qui, évidemment, coûte particulièrement cher. Donc, c'est une denrée qui est d'ailleurs un produit qui est destiné essentiellement à la vente et à l'exportation, hein. C'est-à-dire il n'est pas consommé localement, il est totalement exporté pour en tirer les plus importants bénéfices. Donc, évidemment, ben, ça va générer de fortes différences de revenus entre ceux du propriétaire, hein. On le voit qu'il y a une très belle demeure. Et ici, ben, vous ne voyez pas, hein, le niveau de vie évidemment des esclaves, mais outre le fait qu'ils sont habillés de façon très misérable, ils vivent dans des cases avec évidemment très 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 peu de richesse, hein, et un petit lopin de terre pour cultiver quelques maigres légumes, mais vivent dans des conditions misérables, alors que le propriétaire, lui et sa famille, vivent de façon extrêmement riche et avec un luxe de plus en plus ostentatoire, c'est-à-dire qu'il faut le montrer. Il faut montrer qu'on est riche par ses vêtements, par ses bâtiments, euh, par ses carrosses, etc. Bien, ensuite, nous allons voir dans un grand B, justement, ce sur quoi j'ai introduit le cours, hein, l'unification par le commerce avec le développement des échanges durant la première modernité. Donc, ce qu'on appelle la première modernité, c'est le début de l'époque moderne, c'est-à-dire en gros le XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Donc, on va voir dans quelle mesure le commerce, les circulations, les échanges vont-ils justement former ce qu'on appelle une première économie monde au XVIe siècle. Donc, ces flux vont être accrus par l'intégration des Amériques. C'est-à-dire que les Amériques qui viennent d'être découvertes, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, on dit les Amériques. Aujourd'hui, vous dites le continent américain, mais vous dites encore souvent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Et d'ailleurs, parfois même, vous différenciez Amérique du Nord et Amérique du Sud comme si c'était deux continents différents. Eh bien, à cette époque, on disait les Amériques, pour résumer. Et donc, eh bien, la découverte d'un certain nombre de produits en Amérique et leur importation en Europe, eh bien, va permettre l'intégration des Amériques dans l'économie monde, dans le commerce mondial. Et c'est pour ça qu'à cette époque, on va parler de première mondialisation, parce que l'Europe, l'Afrique et l'Asie, qui étaient déjà en relation depuis l'Antiquité, hein, rappelez-vous le commerce qui se faisait autour de la Méditerranée, autour des trois civilisations, eh bien, va intégrer ce quatrième continent, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de première mondialisation. Donc,
cette première mondialisation va d'abord être une mondialisation qui va toucher les flux migratoires, c'est-à-dire les flux de population. Alors ces flux de population sont multiples, hein. Il y a les colons qui viennent d'Europe, du Portugal, d'Espagne, à qui on promet des terres et qui vont exploiter, rappelez-vous, en échange d'impôts qu'ils payent au roi de leur royaume respectif, hein, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal. Donc vous avez des colons, donc des Européens qui viennent. Vous avez aussi, rappelez-vous, des prêtres qui vont accompagner ces colons. Vous avez également des marchands qui vont venir pour faire du commerce, pour s'installer dans des comptoirs, par exemple sur les côtes africaines, mais aussi sur les côtes brésiliennes. Et également, en termes de migration, ben, vous avez aussi celle dont on vient de parler, la migration des esclaves, hein. Elle, c'est pas une migration choisie, hein, à la différence des colons et des marchands, c'est une migration subie, car les esclaves, évidemment, on leur a pas demandé leur avis, mais on les a amenés de force vers les colonies. Mais ça va contribuer à ce qu'on appelle des flux migratoires. Et vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, la population, par exemple, du Brésil compte de nombreux habitants qui ont la peau noire ou qui sont métis, parce que justement, ils sont descendants d'esclaves et donc une conséquence en quelque sorte de ces flux migratoires qui datent de la première modernité, c'est-à-dire du XVIe siècle, et qui se sont poursuivis jusqu'au milieu fin XIXe siècle. Alors à côté des flux migratoires, eh bien vous avez aussi les flux de marchandises. Car des produits européens vont aller vers l'Afrique, mais aussi des produits coloniaux vont aller vers l'Europe. Et là, on va se rendre compte qu'il y a de très nombreux produits qui n'existent à l'époque qu'en Amérique et qui sont totalement inconnus des Européens et qui vont être du coup amenés vers l'Afrique, vers l'Europe. Par exemple, la citrouille, que vous connaissez, Halloween, etc., dont tout le monde utilise des citrouilles, des courges, eh bien, tout cela, ça vient d'Amérique. De même que l'ananas, que l'avocat, que les cacahuètes, que la pomme de terre, que la tomate, que le maïs, que les haricots, que la dinde, que le tabac. Donc, vous voyez, il y a énormément de produits qui sont venus d'Europe en provenance d'Amérique. Vous imaginez à quel point ça va enrichir la culture et la gastronomie européenne. Imaginez aujourd'hui si vous deviez manger des repas sans tomates, sans pommes de terre, sans haricots, sans maïs, il resterait plus grand-chose, quoi. À part des légumes verts, des légumineuses, on n'aurait pas grand-chose à manger. Des choux, des fèves, des pois, l'alimentation était beaucoup moins variée. Et dans l'autre sens, eh bien, il y a des produits qui viennent d'Europe qui vont être amenés en Amérique. Par exemple, certains bétails qui n'existaient pas en Amérique, comme les vaches, le mouton, le porc, le cheval, mais aussi le raisin, les navets, certaines céréales comme l'avoine, le blé, le riz, l'orge, les oignons, le sucre de canne qui, lui, va pas venir d'Europe, mais qui va venir d'Afrique par les bateaux européens, les bananes de même, qui vont venir d'Afrique par les bateaux européens et qui vont être ensuite plantées en Amérique, comme il y a des climats tropicaux, ça va très bien pousser. Donc, par exemple, le café, la banane, la canne à sucre ne sont pas des produits qui étaient présents à l'origine en Amérique. Le café, c'est originaire au début d'Éthiopie, de la région de Kaffa, et ça a été transporté donc notamment en Amérique centrale, en Colombie, et aujourd'hui on pense souvent café égale Amérique du Sud, mais le café à l'origine il n'y en avait pas en Amérique du Sud. De même qu'il n'y avait pas de bananes, alors qu'aujourd'hui, par exemple en France, vous trouverez beaucoup de bananes de Martinique, donc des Antilles, alors qu'à l'origine, il n'y avait pas de bananes dans les Antilles. De même, on a vu les plantations de canne à sucre, la canne à sucre a été importée. De même, on a les oranges de Floride, eh bien, il n'y avait pas d'agrumes en Amérique. Donc, vous voyez, il y a eu des échanges de produits, on a parlé à l'époque d'échanges colombiens, donc ces échanges entre les deux continents. Et n'oubliez pas, évidemment, il y a les échanges de maladies, la variole, la grippe, le typhus, la rougeole, le paludisme, la diphtérie, la coqueluche, toutes ces maladies qui vont partir d'Europe pour aller vers le continent américain.